L'Ukraine a envoyé de manière inattendue 20 avions de chasse au Kremlin dans le quartier de Shady. Moscou est en proie aux flammes la nuit. 9h30. Le ciel au-dessus de Novo-Ogario en périphérie de Moscou a été violemment secoué par une pluie de débris métalliques. Les systèmes de défense russes ont immédiatement réagi en identifiant les signaux émis par les drones ukrainiens. Les S-400 Triumph et Panzer S-1 ont été lancés sans hésitation. Et le ciel s'est embrasé d'explosions tandis que des débris de drones s'abattaient sur la région. L'Ukraine avait officiellement pénétré dans la forteresse, protégeant 24 hauts responsables moscovites. Alors que le radar était encore saturé d'interférences et que les missiles n'étaient pas encore rechargés, 20 MiG-29 ont plongé marquant le début d'une chaîne d'événements que personne sur le terrain n'aurait pu prévoir. Avant de poursuivre, si vous aviez été témoin de cette attaque déchirant les ténèbres, à quoi vous attendriez-vous? Partagez vos réflexions ci-dessous. Le 13 novembre 2025, à 9h30, le ciel matinal au-dessus de Novo-Ogario, dans la banlieue ouest de Moscou, était d'un calme inquiétant. Un lieu où étaient réunis plus de 24 hauts responsables russes. À l'intérieur du domaine, une consultation économique stratégique était organisée avec des documents soigneusement sélectionnés et des chiffres préaffichés sur les écrans. Mais chaque mot prononcé était un mensonge, car à 24 mètres sous terre, la Russie préparait quelque chose capable de remodeler tous les fronts européens. Loin de là, à une altitude de 12,417 mètres, un drone de reconnaissance. LEA Sentinel, volant hors de portée de tous les capteurs russes, a survolé sans effort l'espace aérien restreint de Moscou. Son radar capable de distinguer des formes aussi petites que 3 cm a balayé la Terre comme un scanner à rayon X. En un seul passage, il a collecté 2,7 tonnes de données structurelles thermiques et électromagnétiques, largement de quoi révéler tous les secrets que la Russie croyait avoir enfouis. Ce qu'elle a révélé a choqué même les analystes ukrainiens aguerris par 3 années de guerre. Sous Novo-Ogarovo s'étendait un réseau de tunnels secrets de près de 38 hectares, renforcé par du béton antidéflagrant et des câbles à fibres optiques conçus pour résister à une explosion de 20 kilotonnes. À l'intérieur se trouvait un tunnel de 4,2 km relié directement à la ligne 2 du métro. 9 salles de serveurs exécutaient des simulations de scénarios nucléaires. 3 capsules de commandement identiques à celles utilisées pour l'autorisation des missiles stratégiques. Une chambre de préparation pour les modèles de déploiement nucléaire tactique pointait directement vers l'Ukraine. L'IA, analysant les données, a déclenché un code rare. Chaîne de frappe stratégique légendaire de niveau 9 détectée. Un niveau utilisé uniquement lorsqu'une nation prépare une action capable de tuer des centaines de milliers de personnes. En 49 secondes, l'ensemble des données est apparu sur les écrans du bunker de commandement secret ukrainien. Les conversations furent instantanément interrompues. Le président ukrainien et les généraux fixèrent la carte qui s'agrandissait. Personne ne s'interrogea sur ce qu'ils voyaient. Ce n'était peut-être pas de la diplomatie. C'était le premier chapitre d'une campagne nucléaire. L'Ukraine n'avait qu'une seule chance de frapper avant que le plan russe ne soit mis à exécution. Le compte à rebours avait commencé. À Dixage 2 à 30 mètres sous Kiev, le centre de commandement souterrain était plus froid que d'habitude. L'image finale du scan du Sentinel LEA Sent s'est figée sur l'écran principal. 14,3 km de tunnel, 46 hectares sur tant de chambres souterraines et un bouclier anti-radiation suffisamment épais pour résister à une explosion de 20 kilotonnes. Personne ne parlait non par peur, mais parce que les implications dépassaient tout ce que les mots pouvaient exprimer. Le général Arnaud posa les 2 mains sur la table en acier. Sa voix ne s'éleva pas. Calmement, il évalua la situation. Si Moscou parvient à sécuriser ce point névralgique, ils pourront frapper 11 régions simultanément à tout moment. En quelques secondes, il donna l'ordre de déploiement. L'opération Black Lantern fut immédiatement activée. Il se déploierait en 2 couches, chacune conçue pour submerger un segment différent de l'architecture défensive russe. Phase 1, la tempête de l'heure. 230 drones à longue portée, UG-26, Bober Ear Schmemmel 400 et des variantes améliorées du Kestrel X. Un SM suffisamment important pour saturer le réseau radar de Moscou. Chaque drone transportait une ogive de train à 50 kg suffisamment petite pour paraître insignifiante mais dangereuse. Les ingénieurs ukrainiens ont calculé que la Russie aurait besoin de lancer au moins 170 missiles intercepteurs, rien que pour survivre à la 2e vague de frappe.
le véritable fer de lance une formation de 20 MiG-29, modernisée, équipée de missiles de frappe à longue portée cache, 31P à revêtement furtif, de systèmes d'atténuation infrarouge et de modules de furtivité numérique, réduisant la détectabilité jusqu'à 87%, voyaient clairement ce à quoi les commandants ukrainiens étaient confrontés. Novo Agario n'était pas protégé par un seul système, mais par 5. Une unité de choc FSO, un mur de brouillage électronique, une équipe d'intervention rapide, des Spetsnaz, le système S, 4 Sense Triumph et des lanceurs capables de tirer des missiles d'une valeur de 7 millions de dollars, le tout dans l'un des espaces aériens les plus restreints d'Europe. Sur le papier, elle était intouchable. Mais l'Ukraine avait passé 24 heures à analyser le timing, les angles morts et les failles structurelles de ce bouclier parfait. Ils avaient identifié 14 vulnérabilités techniques, dont 2 fatales. Il marqua une pause. Nous perçons les 5 couches en 1 heure. À Dix A4, l'opération Black Lantern fut approuvée. L'ordre fut transmis. Début de la phase 1. Et quelque part au-dessus de la couche nuageuse, 230 signaux s'activèrent prévoyant un plan visant à saturer simultanément tous les capteurs russes. Croyez-vous que les défenses de Moscou puissent en tenir le coup? Partagez votre avis ci-dessous. À 11h05. Les premiers signaux sont apparus sur le radar occidental russe, un groupe de 230 signaux non identifiés provenant de 3 directions différentes. En moins de 6 secondes, tous les écrans d'alerte précoce de Kuga à flash ont clignoté en rouge. Les opérateurs ont supposé qu'il s'agissait d'une erreur système. Moscou n'avait jamais connu autant d'intrusions simultanées, mais il ne s'agissait pas d'un dysfonctionnement. Il s'agissait de la première phase de l'opération de l'orage ukrainienne. À une vitesse de 380 km/h, les drones UG-26 Bober-IR se déployaient en un large arc de cercle, tandis que les unités Shmemel 400 descendaient à plus basse altitude, rasant le terrain pour brouiller l'image radar. Les variantes améliorées du Kestrel, longues de seulement 1,1 m, mais transportant des ogives de 42 kg, ont commencé à émettre des milliers de fausses impulsions électromagnétiques, multipliant l'essaim en près de 900 cibles fantômes sur les lunettes de visée russes. À l'intérieur du bunker de commandement de Novo, les alarmes retentirent. Déclenchement de l'alerte maximale Oméga pour la défense aérienne. Le bouclier anti-aérien russe à 5 niveaux s'activa instantanément. À 11h15, les unités d'assaut FSO se sont rapidement positionnées en défense, mais leur réseau de communication s'est effondré en 11 secondes sous le déluge de signaux de l'heure. Ailleurs, des alertes ont atteint 2 systèmes S-400 près de Moscou qui ont lancé leur première salve. Dix-8 Missiles Interceptors d'une valeur unitaire de 1,6 million de dollars filèrent dans le ciel à Mach 7. Les détonations déchirèrent l'air. 137 drones se vaporisèrent en quelques secondes, leurs fragments retombant comme une neige métallique sur le mur est de la propriété. Mais l'essaim ukrainien ne céda pas. Il s'adapta. Chaque appareil passa en mode de guidage inertiel, ignorant les interférences, comme un pilote aguerri ignorerait le grondement lointain du tonnerre. À proximité, les batteries Panzer S. Un déchaînait un feu nourri de 200 coups de canon de 30 mm par minute. Les munitions s'épuisaient plus vite qu'elles ne pouvaient être chargées. Après avoir abattu 31 drones supplémentaires, leurs réserves tombèrent à seulement 18%, et la bulle protectrice de la zone d'exclusion aérienne commença à vaciller. Mais la Russie ne se rendit pas compte du piège. L'Ukraine voulait qu'ils épuisent toutes leurs ressources. Et dans cet intervalle de 9 secondes, les drones survivant seulement 43 d'entre eux, ont plongé vers Novo Agaru, se faufilant à travers les débris de missiles qui tombaient en surfant sur les ondes. De choc, s'écrasant contre les bords du dôme renforcé de la Russie et le faisant exploser. Les équipes d'intervention rapide de Spetsnaz ont ouvert le feu avec des fusils à guidage thermique, détruisant 19 drones supplémentaires en moins d'1 minute. Pourtant, pour chaque drone abattu, 10 autres pénétraient dans l'espace aérien. Les opérateurs ont été contraints de battre en retraite, tandis que des débris enflammés s'abattaient sur la zone. Le bouclier était brisé. Le domaine était à découvert au-dessus des nuages lorsque les MiG-29 entamèrent enfin leur descente.
La bataille pour les résidents les plus protégés de Moscou avait véritablement commencé. Si vous pensez que l'attaque de drones était intense, attendez de voir ce qui se passe lorsque les MiG-29 descendent enfin. Ne clignez pas des yeux. C'est ici que tout bascule. À 11h21, la coupure de courant de 9 secondes dans le corridor de défense aérienne ouest de Moscou a finalement pris fin, mais le mal était déjà fait. Novo était à découvert, ses 5 couches de protection déchirées comme un bunker percé. Et à ce moment précis, alors que les derniers fragments incandescents de drones abattus tombaient à travers la cime des arbres, le ciel au-dessus du domaine commença à s'éloigner de 30 km. Cachés dans une épaisse couche de nuages, 20 MiG-29, modernisés, avancèrent un temps fin. Ils descendirent en silence. Pas de traînée de condensation, pas de fumée. Leur module de furtivité numérique réduisant leur signature radar de 87%. Pour les commandants russes, le ciel semblait vide. Mais à travers les visières des casques ukrainiens, leur cible brillait comme une lanterne au fond d'un puits obscur. 11H28. Le premier commandement, le groupe Falcon, engagez-vous. Armes libérées. 10 MiG-29 ont rompu la formation et plongé vers Novo-Ograïou. Leurs soutes internes se sont ouvertes, libérant 12 missiles anti-radar K-31P, chacun conçu pour traquer les derniers capteurs russes. Les missiles ont frappé à Mach 3,2, anéantissant les derniers nœuds radar opérationnels. L'explosion le long de la crête nord du domaine a brisé 146 fenêtres et a provoqué une onde de choc qui a mis hors service toute une rangée de tours de surveillance. La Russie a riposté immédiatement. 2 lanceurs. 400, presque vides, mais toujours fonctionnels, ont lancé leurs 5 intercepteurs restants, filant à Mach 7. Ils ont réussi à détruire 5 des 12 missiles ukrainiens, mais ce n'était pas suffisant. 6 K-31P ont survécu et 6 missiles ont suffi à l'Ukraine. À 11H29, les missiles survivants se sont abattus sur les bâtiments centraux du domaine, déchirant les structures renforcées capables de résister à 2 tonnes de TNT. Les flammes ont ravagé la cour. L'aile des communications s'est effondrée, ensevelissant analystes et officiers sous 3 mètres de béton. Au-dessus des décombres en flammes, une seconde vague de MiG-29 est apparue. 10 autres chasseurs ont plongé en piqué, larguant chacun des ogives de précision. Un missile a frappé le dôme de commandement, vaporisant le centre de cryptage, qui reliait Novo-Yovo au métro 2. Un autre a déchiré l'entrée d'un tunnel secondaire, déclenchant une réaction en chaîne qui a provoqué l'effondrement de plus de 6 centièmes de réseau souterrain. La troisième frappe a touché l'aile, et où plusieurs hauts responsables avaient été évacués quelques minutes auparavant. L'explosion a projeté des véhicules blindés dans les airs, retournant un Typhoon K de 13 tonnes comme un jouet. Le champ de bataille n'était plus une zone défensive contrôlée. C'était devenu le chaos. Incendie, débris, effondrement et communication radio perturbaient entre les 3 chaînes de commandement brisées. Tandis que le bâtiment brûlait une dure réalité, s'imposait à Moscou pour la première fois dans l'histoire moderne, le bouclier défensif de la capitale avait été percé par une attaque étrangère coordonnée. La lance était tombée, le bouclier avait disparu. À 12h, le dernier MiG-29 s'est retiré de sa mission d'attaque, laissant derrière lui une colonne de feu si haute qu'elle était visible depuis l'autoroute aux abords d'Odinsovo-Novo-Ogario. Ce qui était autrefois considéré comme le lieu de résidence le plus sûr de la Fédération de Russie, n'était plus qu'un paysage de cratères d'acier calcinés de marbre brisé et de terre qui s'effondrent. Mais la véritable destruction ne faisait que commencer. Les premiers signes de défaillance structurelle sont apparus sous l'aile ouest. Des capteurs enfouis profondément sous terre ont enregistré une brusque montée de pression, suivie d'un affaissement de 3,8 MeV. Les ondes de choc des impacts précédents de la bombe EK-831P avaient ravagé le réseau souterrain. En 43 secondes, des saisons plus de 520 mètres du tunnel principal s'étaient effondrés, bloquant les jonctions du métro 2 que les planificateurs russes avaient mis 12 ans à construire. À l'intérieur des ruines du dôme de commandement, les équipes de secours étaient confrontées au chaos. Plusieurs hauts responsables ont été grièvement brûlés, d'autres étaient piégés sous les décombres. Les fréquences radio crépitaient d'appels de détresse qui se chevauchaient. Laissez forces spéciales.
Les Spetsnaz et la protection civile réclamaient chacun un soutien pour l'évacuation, mais la plupart des véhicules de secours avaient déjà été détruits, renversés ou immobilisés par des éclats d'obus. À 12h14, une seconde explosion a retenti sous la cour. C'est la batterie thermique d'une capacité de 214 MW qui s'est enflammée simultanément. L'explosion a déchiré le sol, projetant une colonne de choc à 27 mètres de hauteur et détruisant tous les couloirs de service restants menant au secteur nord. La ville souterraine de Novo-Ogaru, un ensemble de 46 hectares de chambres renforcées de salles de simulation, de centres de planification nucléaire et de salles de commandement cryptées, n'existait plus. Le Kremlin a tenté de couper toutes les communications radio, mais il était déjà trop tard. Des témoins civils le long du corridor de la Rubioka ont mis en ligne des vidéos quelques minutes après l'apparition des flammes. La fumée a renversé des véhicules blindés, un panache s'élevant comme une éruption volcanique. À midi, plus de 61 millions d'utilisateurs des réseaux sociaux avaient visionné le premier extrait divulgué. À 12h17, les services de renseignement ukrainiens ont transmis un message discret mais capital aux canaux alliés. Neut Métro 2 désactivé. Frappe réussie. L'arme stratégique que la Russie dissimulait sous le masque de la diplomatie avait disparu. Tout son plan de guerre pour la phase suivante s'était évaporé en une seule matinée de feu. Et tandis que les défenses de Moscou se taisaient une vérité, devenait indéniable, une forteresse construite en secret peut être détruite en quelques secondes. Si votre ennemi sait exactement où viser. Dans le calme qui suivit la destruction de Novo-Ogaru, le monde se retrouva confronté à une vérité bien plus vaste que n'importe quel champ de bataille. L'attaque avait duré moins d'une heure. Pourtant, ses conséquences se sont étendues bien au-delà des ruines fumantes du quartier le plus protégé de Moscou. Ce que l'Ukraine a démantelé, ce n'était pas seulement une résidence, ni un complexe souterrain, ni même un centre de commandement secret. C'était l'illusion d'invincibilité dont la Russie s'était enveloppée pendant des décennies. Les analystes internationaux l'ont qualifié de frappe étrangère, la plus précise sur le sol russe depuis la guerre froide. Les diplomates murmuraient qu'un séisme géopolitique se profilait. Les marchés boursiers tremblèrent. Les services de renseignement de Washington à Berlin s'empressèrent de réévaluer tout ce qu'ils pensaient avoir et qu'ils n'étaient pensés savoir de l'architecture intérieure de Moscou. Mais pour l'Ukraine, le message était plus simple et plus direct. Si votre ennemi dissimule ses armes dans l'obscurité, alors l'obscurité elle-même doit devenir votre champ de bataille. Novo-Ogaru est tombé non pas parce que l'Ukraine était plus puissante, mais parce qu'elle détenait plus de vérité, de meilleurs renseignements, un meilleur timing, une meilleure compréhension de la manière de frapper là où la force se transforme en faiblesse. Et lorsque la poussière est retombée, le Kremlin s'est retrouvé sans son réseau de tunnels secrets, sans son centre de planification nucléaire, sans l'infrastructure de sa prochaine campagne. Surtout, il s'est retrouvé sans la certitude de pouvoir agir sans conséquence. Tandis que la fumée continuait de planer au-dessus de Rubioka et que les équipes de secours fouillaient les décombres. Une dure réalité s'imposa à Moscou, la guerre avait atteint les portes du pouvoir et ces portes avaient cédé. Et quelque part dans les profondeurs de Kiev, dans le même bunker où tout a commencé le compte à rebours, s'est enfin arrêté. Si vous croyez que la force de l'Amérique ne doit jamais être réduite au silence, alors manifestez votre soutien. Aimez cette vidéo, partagez-la et abonnez-vous à notre chaîne. Car c'est seulement ensemble que nous pourrons faire vivre ces histoires inédites.